Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'OM au café sur le Phocéen. Je sais pas pourquoi je fais cette intro, en tout cas je suis content d'être avec vous ce matin. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir avant le grand rendez-vous à Lille, le tournant peut-être de nos ambitions, le tournant de la saison. On ne sait pas trop comment le dire, en tout cas voilà, c'est un match très important qui nous attend. Du côté de Lille, on va faire le point, évidemment, sur le groupe, sur l'effectif, sur ce qui pourrait se passer, etc., etc., sur les infos du jour aussi. Un petit train de live qui se lance. Tout à l'heure, pendant la préparation, j'ai vu qu'il y avait aussi un petit abonnement qui est tombé. Je sais plus de qui. Je suis en train justement d'essayer de retrouver. Bon, je sais qu'il y a Dr. Jones, 21 mois d'abonnement. Merci à toi, Dr. Jones. Qui s'abonne. Est-ce que c'est pas le seul? Non, c'est pas le seul, puisque on citera aussi Steph OM. 20 mois d'abonnement. Merci Steph OM. Et puis The Joker Joke. 14 mois d'abonnement avec son Prime. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner avec Prime. Vous connaissez, hein, vous liez vos comptes Prime et votre compte Twitch, le Prime Gaming. Et vous pouvez du coup follow, suivre le Phocéen en lâchant un petit Prime, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de se retrouver sur MyPhocéen. N'hésitez pas à découvrir la nouvelle formule du Phocéen. Vous pouvez tester pendant un mois par exemple si ça vous plaît. Le Phocéen sans pub, je peux vous garantir que c'est très sympa de pas avoir les pubs quand on ouvre un article, de vraiment pouvoir profiter de ce qu'on lit. Pareil pour les vidéos, pareil aussi pour vous pouvez aussi parler à nos journalistes directement, toute l'équipe, voilà, donc ça peut être vraiment sympa à découvrir. Un mois, un an, faites-vous plaisir. C'est du soutien pour nous, et puis c'est aussi de la tranquillité d'esprit pour vous quand vous ouvrez le Phocéen. Voilà, vous savez que vous allez être bien. Dijonais, 6 mois d'abonnement, merci à toi. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Tac. Alors, le match à Lille. Le match à Lille, il est très compliqué sur le papier parce que le LOSC est en forme. Le LOSC est une belle équipe de notre championnat qui fait aussi le taf en Conference League. Alors, arriver en quart de finale de Conference League, c'est facile. Tout le monde l'a fait, puisque je vous rappelle que l'OM, lors de la première Conference League, on est allé jusqu'en demi, qu'il y a eu Nice qui est arrivé en quart de finale, si je ne m'abuse, la saison dernière, et que là, donc, Lille est en quart de finale, et ils ont un sommet, hein, puisqu'ils vont affronter Aston Villa, qui est peut-être le favori de la compétition, donc voilà. Tout ça, ça sera la semaine prochaine pour eux, en même temps que nous, on défiera le Benfica de Lisbonne. Voilà, donc on va se vivre une semaine passionnante la semaine prochaine, et il y aura que ce match la semaine prochaine. Le week-end sera off pour les Olympiens pour bien préparer aussi le match retour de Benfica. Ça, c'est ce qui a été demandé par les clubs français qui font la Coupe d'Europe et qui a été gracieusement accordé par la Ligue. Merci la Ligue. Bon, du coup, ça nous fera un calendrier très chargé sur la suite, mais bon, au moins, pour l'instant, le calendrier est dégagé. Ça nous permettra aussi peut-être de récupérer des joueurs, comme Sarr et Klose notamment. Les 2 joueurs sont espérés pour dans 15 jours. Tout le monde fait le maximum pour essayer de les récupérer pour le fameux OM Benfica, le match retour. Voilà, donc tiens, elles sont là les nouvelles, Moineau, des blessés. Donc Rennes ne l'a pas fait. Alors Rennes, attention, Rennes c'était l'Europa League. Moi je parle vraiment de la Conference League. Pour l'instant, les 3 éditions sont marquées par 3 fois des clubs français en quart de finale, et c'est pas très compliqué honnêtement. Le parcours pour arriver en quart ou en demi, normalement, y a pas d'ogre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Que penses-tu de Bacola dans le groupe? Bah écoute, Jojo, ça va un peu à l'encontre de ce que je vous disais hier, même si ça reste la règle de base. C'est que ces jeunes de la génération 2007, même 2006, sont plutôt protégés, et qu'on espérait ne pas les montrer trop tôt et ne pas les lancer trop tôt. Alors on va voir, hein, peut-être qu'il sera pas dans le groupe et que c'est un coup d'épée dans l'eau. D'après l'équipe, il sera dans le groupe Bacola, le jeune de 16 ans de l'OM, un milieu de terrain très puissant, qui a des qualités physiques un peu au-dessus de son âge, donc pas très surprenant finalement qu'il puisse le faire sauter une petite catégorie. À voir maintenant, à voir un petit peu. Voilà. Ouais, donc Lille qui avance aussi en Coupe d'Europe, etc. Romain, quand tu seras responsable des arbitres, je t'en prie, fais le tri. Frappard, c'est plus possible, et pas que elle. Michel, ça sera la méritocratie. Fini les passes droits.
même si ça nous pénalise sur la scène européenne, il faudra que les arbitres qui ont la protection UEFA, je crois qu'il y en a 4, si je ne m'abuse, eh bien il faudra que eux aussi rendent des comptes et qu'ils soient au niveau, parce que sinon, tant pis pour eux. Ils perdront la protection UEFA, ils perdront leur statut Ligue 1, et on fera arbitrer par les meilleurs matchs. Voilà, donc c'est le programme en tout cas que je présenterai quand Gauthier sera viré. Tac tac tac. C'est lui qui a marqué contre Rennes, oui, tout à fait. Il a marqué dans les arrêts de jeu un tir, une frappe, une bonne frappe contrée. Non, mais Sternal, tu vois, Apollo, par exemple, c'est le contraire. Sternal, il est très bien là où il est. Il a 16 ans. Il joue avec les U19, donc il est un peu surclassé. Faut le laisser progresser. Il faut le laisser progresser. Physiquement, je pense qu'il n'est pas prêt. Je pense qu'il peut voler dès qu'il y aura un contact. Tu peux te retrouver blessé. Regardez Nadir, hein, qui avait pas beaucoup de matchs en pro et qui s'est fait une grave blessure au genou parce qu'on l'a lancé un peu tôt. Le championnat de France, c'est pas facile. Voilà, des jeunes de 16 ans qui sont prêts ou 17 ans, il y en a pas des milliers. Il y a des clubs qui en sortent, c'est vrai. Nous, on le fait très peu. On l'a fait avec Camara dernièrement à cet âge-là. On a essayé avec Boutobay, avec Liadji, ça a vraiment pas marché, ça a floppé de fou. Donc, pour des raisons aussi contractuelles, il faut faire attention à ça. Mais voilà. Tac, tac, tac. On avance, les amis. On risque de prendre le bouillon à Lille. Et on verra, Polichette. C'est possible. Après, l'OM de Gasset, quand il est pas fatigué, il est quand même pas si mal. Moi, je suis pas inquiet avant le match. Je me dis, on va vivre un match de foot intéressant. Si on gagne, c'est super. Et puis si on gagne pas, ça sera à l'image de notre saison. Voilà, je pense que c'est le match tournant et c'est surtout une très belle occasion de se relancer. Et si on n'y arrive pas, il faudra tirer les conséquences. Il faudra qu'en fin de saison, il y ait des gens qui assument leurs erreurs et qui assument leur niveau de jeu aussi, parce que ça peut pas être que les dirigeants. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas évolué à leur niveau cette saison. Je donnerai pas de nom ici parce que chacun aura ses petits chouchous et j'ai pas envie de vexer quelqu'un ce matin, mais il faudra rendre des comptes. Voilà, tout simplement à la fin de la saison. Mais on peut encore s'éviter ça en faisant une fin de saison canon. Donc tout est encore possible. Donc il faut honnêtement, je préfère ne pas aller en Conference League si on a la place. Coupe qui ne sert strictement à rien financièrement pour le club. Et oui, Ball Turner, mais est-ce que tu penses que la Roma ou West Ham qui l'ont gagné ne sont pas contents? Moi, je pense que ceux qui ont gagné cette Conference League sont les plus heureux du monde et que remporter un trophée pour un club comme... Il m'énerve ses cheveux ce matin. Remporter un trophée pour un club comme l'Olympique de Marseille, excuse-moi, mais ça devrait être la priorité. Donc la Conference League, il faut y aller matin, midi et soir si c'est mieux que rien. Regarde la saison de Nice, hein, ils jouent que le championnat, donc on pourrait se dire ils vont être en forme et tout. Au final, ils vont jouer 37-38 matchs avec la coupe, mais au final, ils sont surtout en train de chuter complètement, de perdre le rythme et voilà. Donc c'est compliqué de ne rien jouer, c'est compliqué de jouer plein de choses. C'est de toute façon des saisons qui sont un peu trop longues. Moi, je pense que l'idéal, ça serait de réduire encore le championnat, mais je sais que c'est pas la tendance du foot actuel. Mais moi, je ferais une Ligue 1 à 16, comme le disait Aimé Jacquet au début des années 2000. Et je suis sur la même position. Voilà. Tout simplement pour avoir 30 matchs de Ligue 1. Et pour pouvoir se la donner à fond en Coupe d'Europe, voilà. Donc pour pas qu'on se retrouve avec des fins de saison à jouer tous les 3 jours, on charge le calendrier jusqu'en février et après on vit les compétitions à fond. Moi, ça serait en tout cas quelque chose qui me semble logique pour le bien du championnat de France et pour le bien des équipes françaises. Après, c'est sûr qu'à 16, tu te retrouves dans des saisons où tu joues parfois ton maintien, mais ça fait partie du jeu et voilà, il faut l'accepter. Les absents, donc oui, parlons-en.
Marc, merci Marc pour ton 40e mois d'abonnement. Quel chiffre? Ça va bien, merci beaucoup et merci pour ta fidélité. On paye notre effectif inadapté et trop light. Alors en nombre, je trouve pas qu'on soit light, mais c'est vrai que il est peut-être inadapté. Ça, quoique encore, hein, parce que si tu regardes ta défense, on a compris, hein, Gattuso et Gasset, ça, et même Marcelino, ça voulait jouer à 4 derrière. Au final, tu as 2 latéraux droits, 2 latéraux gauche et 4 défenseurs centraux avec des joueurs qui peuvent jouer la polyvalence. Donc moi je trouve pas que ça soit inadapté. T'as 6 milieux de terrain pour 3 postes et t'as plein de joueurs offensifs. Le problème c'est qu'il y a des joueurs flop qui plombe la saison. Les joueurs vraiment flop, c'est Unai qui a joué un nombre incroyable de matchs et qui est cataclysmique. Tiens d'ailleurs dans l'équipe ce matin, ça vous confirmait tout ce qu'on vous disait depuis des mois et des mois, c'est qu'il y a eu une très forte approche de l'Arabie Saoudite l'été dernier et qu'il n'y est pas allé. Alors l'équipe dit ce matin que c'est parce que ses agents étaient plus ambitieux que ça pour lui. Voilà, donc comme quoi on vous donne des vraies infos aussi et ça fait plaisir aussi de voir que ça parle de Fonseca. Fonseca, on vous en a parlé le 2 juin et on était aussi les premiers. Voilà, pour ceux qui disent le Phocéen n'a jamais d'infos, ce matin il y a 2 infos qui reprennent totalement et qui restent sur 2 sujets où on a été avant-gardiste. Mais bon, si nous on le dit pas, si je le dis pas ici, personne le dira. Donc voilà, je vous le dis quand même. On paye notre manque de talent tout simplement. Oui, c'est possible, Hugo. C'est possible. Romain, mouille-toi. Tu vois l'OM finir à quelle place de Ligue 1 en fin de saison? 7. 7 parce que je pense que Reims ne nous dépassera pas. Et je me demande si Nice va pas s'effondrer. Je suis plutôt sur 7. Après, ça peut être 8, ça peut être 9. Ça peut être mieux aussi, hein, ça peut être 6, ça peut être 5. Je ne vois pas top 4 parce que je ne vois pas gagner à Lille ce week-end, mais pourquoi pas encore, tout est possible. Mais si tu me demandes de me mouiller et de faire un pronostic, je te dis 7. Voilà. Les agents, c'est pas Benassia. Si, Nat, bien sûr, c'était Benassia et compagnie. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Tac. C'est quoi l'info? Tu dis Erling Haaland. Merci pour ton pseudo. L'info sur, je pense que tu parles sur Unai. L'info c'était que l'été dernier, il y a un club saoudien Al Hilal qui l'a approché, notamment par l'intermédiaire du gardien de but de la sélection marocaine Yassine Bounou. Donc le club l'approche et finalement il y va pas parce qu'on lui dit dans son entourage que c'est peut-être pas le moment. Bon, et cette offre reste dans la tête malgré tout et ça fait partie des raisons pour lesquelles il serait moins bon. Bon, bref, moins bon que quoi on sait pas puisqu'il n'a jamais été bon à l'OM, mais en tout cas voilà. Donc c'est ça l'info du jour, qu'il y a eu des offres de prêt aussi d'après l'équipe et c'est fort probable l'été dernier de Brentford notamment en Angleterre et que l'OM bien sûr évidemment ne le retiendrait pas coûte que coûte cet été. Il y a une autre info tiens dans l'équipe puisqu'on parle de nos confrères, c'est Pape Gueye qui aurait reçu une offre de Monaco. Voilà, donc on avait un débat avec Romain Canuti il y a quelques semaines sur le vrai niveau de Pape Gueye. Je lui disais qu'il y avait peut-être des clubs comme Rennes qui pourraient s'intéresser à Pape Gueye. C'est même au-dessus, c'est même Monaco. Donc voilà, Gueye intéresse Monaco. C'est l'info du jour dans l'équipe. Et il y a même d'autres équipes qui ne sont pas citées, mais dans les autres championnats qui le suivraient beaucoup. Évidemment, puisque c'est un joueur libre au milieu de terrain avec pleine force de l'âge, international régulier dans sa sélection, un bon joueur, donc forcément gratuit, ça intéresse. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des infos du jour. Bacola et Sternal sont sous contrat jusqu'à quand? J'ai pas l'info, je sais pas. Je pense que Sternal il a encore 2 ans sûr et Bacola 1, mais de toute façon ça fera partie des conditions pour qu'ils intègrent le groupe pro, c'est qu'ils prolongent leur contrat rapidement. C'est sûr que Gay ne prolongera pas. Oui, c'est plutôt sûr, oui. Dolby, c'est plutôt sûr parce qu'il a des ambitions démesurées.
niveau salarial, qui n'ont jamais été justifiés sur le terrain par ses prestations. Je dis pas qu'il n'a pas été bon, je dis qu'il n'a pas été assez bon pour mériter ce salaire-là. Dans le foot, on te donne un salaire par rapport à ce que tu as effectué, pas par rapport à ce que tu pourrais faire. Donc voilà, Pape Gueye, à mon avis, ça va partir en fin de saison. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que Fonseca amènera à l'OM? Peux-tu nous brosser rapidement son style? Oui, bah écoute, Fonseca, si tu regardes le LOSC, tu vois tout de suite son style. Hein. C'est un style de jeu plutôt direct, plutôt léché, en 4-2-3-1, avec un numéro 10 qui a un rôle très important dans son système. C'était Cabella la saison dernière. C'est plus trop Cabella pour des raisons de niveau de jeu, parce que Cabella a beaucoup baissé. Là, en ce moment, c'est plutôt Haraldsson ou Angel Gomez qui jouent dans ce poste-là, et c'est un poste important. Et il y a deux ailiers aussi dans son système. Zegrova notamment cette saison, qui lui fait un grand bien, mais on peut aller sur d'autres noms. Voilà, tu peux inverser les noms, et on a l'impression que peu importe qui il met, le style de jeu reste identique, et ça c'est plutôt agréable. Et puis il y a bien sûr un avant-centre qui met des buts. Alors ça, c'est pas de son fait, hein, mais il a aussi la chance d'avoir un attaquant qui marque, ce qu'il pourrait aussi avoir l'année prochaine avec Aubameyang. Donc non, moi je trouve que c'est super. Je trouve que c'est un très bon coach. Voilà. Alors après, il a aussi dans son style de jeu des lacunes sur certains matchs où l'équipe explose et où défensivement ils sont à la traîne. Donc cette saison, Lille joue très mal, nous dit Sacrum. C'est une question de point de vue. Il y a eu des bons matchs aussi. Je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'il joue moins bien cette saison que la saison dernière, ça je te l'accorde. Mais ça dépend aussi peut-être des joueurs qu'il a. Sauf que cette saison, l'effectif lillois est peut-être un peu moins sexy que l'année dernière. Mais malgré tout, il est là, hein. Il est là, Fonseca. Et il est pour l'instant en Ligue des Champions. T'as du mal à imaginer Fonseca quitter un LOSC en C1 pour l'OM potentiel en C4. Écoute Rémi, tu as raison sur le principe, mais la réalité du football est autre. Je vais te donner un autre exemple. On va pas se comparer à des trucs énormes, mais par exemple, l'entraîneur de Gérone en Espagne. Si à la fin de la saison, pour X ou Y raison, il y a l'Atlético Madrid qui l'appelle pour prendre l'équipe, même si l'Atlético n'est pas en Ligue des Champions, par exemple, il va y aller, même si Gérone est en Ligue des Champions. Je compare pas non plus Lille à Gérone, mais bon, je pense que le LOSC, voilà, c'est pas un club où tu te dis, waouh, j'ai été coach du LOSC, que tu peux le mettre dans ton CV, que tu as été coach de l'OM, et si en plus tu performes, alors là, c'est tout bénef. Regarde, aujourd'hui, Tudor, il est à la Lazio. Alors ok, la Lazio, c'est pas un des top clubs italiens, mais quand même, je pense que... Alors après, ça peut aussi enterrer une carrière. On l'a vu avec Villas-Boas, on l'a un peu vu avec Sampaoli aussi, voilà, donc... Oui, c'est une bonne comparaison aussi, ça, de El Comandante. C'est comme un F1, tu préfères signer chez Ferrari que chez Aston Martin. Et je rajoute, tu préfères signer chez Ferrari que chez Aston Martin, même si peut-être Aston Martin est plus performant à date. Ce qui n'est pas le cas là, mais ce qui était le cas l'année dernière en début de saison, par exemple. Pierre Paris-Chienne, 1 an d'abonnement, merci beaucoup à toi. Galtier, LOSC et Nice. Oui, voilà, Galtier, là, ouais, mais bon, il voulait se rapprocher du sud. Mais Galtier, il a quitté le LOSC pour Nice, effectivement. N'importe quoi, Romain, désolé. Mais c'est pas grave, si je donne mon avis après. Ouais, c'est le tremplin ou le puits, l'OM. Ouais, c'est ça, Nono. C'est un peu ça. Notre club n'est plus attractif avec autant de changements de coach et d'instabilité chronique. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Les changements de coach, déjà ils sont pas tous dus au club, hein.
les changements de coach. Hein. Et même il y en a pas beaucoup qui sont dus au club. Villas-Boas, effectivement, c'est un changement qui a été poussé par une attitude de Longoria qui voulait clairement s'en séparer pour installer son coach, parce que Villas-Boas c'était un coach de la présidence précédente. Tu as l'air de bien kiffer la F1, Romain. Pilote fétiche, non, j'ai pas de pilote fétiche. Pas vraiment, en tout cas pas dans cette génération-là. Non, pas vraiment. J'aimais bien l'époque. Moi, j'étais Hakkinen plus que Schumacher, par exemple. J'étais totalement Kimi Raikkonen. Je sais pas, je suis finlandais, voilà, on va dire ça comme ça. Je suis pas Bottas, faut pas déconner, mais voilà. Non, dans l'époque actuelle, je sais pas, non, j'aime personne de particulier. Je suis un peu moins aussi, hein, voilà, faut pas. George Russell, j'aime bien, voilà. Mais c'est pas le sujet. On parle de l'OM ici, mais merci pour la petite parenthèse. Ça switch très rapidement entre Longoria et Mika Hakkinen. Effectivement, Charlie, on va revenir sur Longoria, effectivement, qui met un kick à Villas-Boas et qui après installe Sampaoli. Sampaoli, à la fin de la saison, il pète un câble, il dit je veux des joueurs. En gros, il demande des joueurs un peu foufou. Il les a pas, alors que finalement, on a quand même pris Alexis Sanchez un mois après le départ de Sampaoli. Bref. Donc, il s'en va. Sampaoli, honnêtement, c'était pas le choix numéro 1 de Longoria de se séparer de Sampaoli, mais bon, les deux se disent à ce moment-là, il y a Sampaoli qui dit moi j'ai pas les joueurs pour aller chercher le PSG, il voulait absolument gagner le titre de Ligue 1. Sampaoli, c'est tout à son honneur, mais c'est quasiment impossible si le PSG ne floppe pas. Il voulait des joueurs fury class, hein. Voilà, les noms on les a pas tous, mais les demandes étaient un peu au-dessus de ce qu'on pouvait lui offrir. Donc et Longoria se disait aussi le style Sampaoli, je suis pas sûr que c'est l'avenir, ce style de ultra possession, de sécurisation qu'il a installé. Donc les deux étaient contents de se séparer finalement avec respect. Tudor arrive en fin de saison, les 2 derniers mois sont très durs. Voilà. Lui, pas humainement, mais psychologiquement, il est un peu en difficulté. À Marseille, ça lui pèse de pas être avec ses proches. Donc, à la fin de saison, pareil, ils se disent bon ben, on va se séparer. L'OM était un peu chafouin parce qu'ils pensaient avoir trouvé un coach pour installer quelque chose justement. Donc ils font avec. Et Tudor s'en va de son fait à lui. Il n'est pas du tout poussé dehors. Pas beaucoup, c'est-à-dire que il y avait un courant à l'OM qui disait que peut-être il y avait une lassitude des joueurs aussi avec le projet. Donc Sampaoli avait de l'ambition, excuse-le. Oui, mais après c'est bien. Enfin, je veux dire, moi si j'entraîne Metz, je peux pas avoir l'ambition de je sais pas, de faire top 4. C'est logique. Enfin, oui, il avait de l'ambition. Après, il faut les moyens de ses ambitions, tu vois. Tu peux pas demander, tu peux pas demander la lune non plus quand t'es pas en position de l'avoir, quoi. Donc bref. Non, Tudor, c'était pas prévu qu'il fasse qu'un an. Le géniteur, c'était pas du tout le plan à la base. Et oui, il y avait eu aussi un petit problème avec les joueurs, effectivement. Donc Tudor s'en va et puis après il se dit bon je vais essayer d'installer un coach. Il installe Marcelino et là erreur fatale et la saison qui suit est cataclysmique. Voilà. Il devient quoi le Brésilien de Lille qui est allé à Paris que Sampaoli voulait? Vous l'avez vous? Brésilien de Lille? Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Qui tu vendrais et à quel poste tu recruterais l'année prochaine? C'est des questions difficiles, GG. On n'est pas en fin de saison. Déjà, qui tu vendrais, c'est pas si simple. C'est qui je ne vendrais surtout pas. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Parce que finalement, ça dépend aussi des offres que tu reçois. Renato Sanchez, le portugais. D'accord. Rien, il devient rien. Il est toujours blessé. Il est là, je crois qu'il a la Roma. Ça se passe pas très bien. Enfin, très compliqué sa carrière. Lui, à 18 ans, c'était une pépite.
L'explosion totale avec le Portugal notamment, et il n'a pas confirmé, donc c'est comme ça. Euh, et la Roma veut le voir partir cet été, absolument. Donc voilà, on est dans cette situation-là, un peu... n'arrive pas à installer un coach. Ça serait bien que le prochain choix soit un choix pérenne, qu'on le laisse travailler. Et quand je dis qu'on le laisse travailler, je parle de tout le monde, hein, que ce soit à l'intérieur du club ou même à l'extérieur du club. Et qu'on puisse, pourquoi pas, développer un projet de jeu sur 3-4 ans et qu'on arrive à progresser, parce que c'est vrai que c'est cyclique. Tu réussis un cycle avec Sampa, tu réussis un cycle avec Tudor, même si c'est mitigé parce qu'il y a cette défaite contre Annecy notamment, tu réussis pas ton cycle suivant, et là regardez, ça fait une saison entière qu'on est en cycle d'échecs, et ça pourrait peut-être coûter la tête de Longoria, qui sait, même si c'est pas la tendance. Ça pourrait peut-être, ça a coûté la tête de Ribalta, ça a coûté la tête de Marcelino, de Gattuso. Donc, il faut des cycles un peu plus longs pour réussir à imposer quelque chose, même si dans le football moderne c'est très difficile, hein, de trouver son club, de trouver son Guardiola, de trouver son Unai Emery, de trouver son entraîneur de la durée. Regardez le Barça avec Xavi qui veut se barrer, trouver son Simeone. Voilà, c'est difficile de trouver son coach qui dure, mais il faut le faire. Voilà. Alors est-ce que ça sera Fonseca, est-ce que ça sera Galtier, qui sait, est-ce que ça sera un autre, mais il faut le faire. Ribalta a fait beaucoup de mal, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est-à-dire que Ribalta a fait des grosses erreurs mercato. Après, le coup Sanchez, Ribalta n'y est pas pour rien non plus. Faut pas tout lui enlever. Voilà, donc oui, Bacola, il pourrait être dans le groupe, c'est pas du tout certain, mais il pourrait être dans le groupe pour aller à Lille. J'en ai parlé déjà en début d'émission, les amis. J'ai dit que je trouvais ça bien, que Gasset avait poussé en ce sens parce qu'il l'avait trouvé très bon, très intéressant, physiquement aussi, parce qu'il a un physique qui, pour le coup, est au-dessus de sa génération, qui est de 2007, il a 16 ans. Donc voilà, après je pense pas que il le fera jouer, mais pourquoi pas le prendre pour un petit déplacement. Ça donne aussi le goût du vestiaire pro à un jeune, et je trouve ça bien. Voilà, donc comme je le disais, l'OM de son côté voulait plutôt protéger cette génération 2006-2007, mais après Gasset, il a dit moi j'ai quand même besoin d'un peu de talent. Ce jeune il me plaît, donc vas-y Jean-Louis, il y a pas de problème. Par contre, je pense qu'on va le laisser à dispo de la Gambardella, parce qu'il y a la demi-finale qui arrive bientôt et que c'est très important. Mais voilà. Je vais le lire, Katharine est là. Pardon, mais moi, quand je vois le communiqué des Sous Winners, j'ai honte, et je comprends les coachs qui se barrent. Chacun son opinion là-dessus. Il faut lire les deux tendances. C'est vrai que il y a aussi ceux qui disent nous on est des groupes de supporters, on paye notre place, on anime ça depuis 37 ans. Voilà, on n'a pas de leçons à recevoir. C'est vrai aussi, mais ça serait bien de faire un peu tout ça avec une certaine logique et une certaine intelligence parfois de situation, une intelligence situationnelle, et c'est pas toujours le cas. J'espère que l'année prochaine on fera jouer ces jeunes. Power Gawa qui me dit ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la saison, quand peut-être ils seront champions U19, ce qui serait énorme, hein, que cette génération-là soit championne U17 et l'année d'après championne U19. C'est pour l'instant bien parti, en tout cas pour être vainqueur du groupe D. Il y a 4 groupes en U19. L'OM est en tête du groupe D devant Rodez notamment. Il y a Saint-Etienne aussi qui est dans le coup. Il faut finir premier. Et après, finir la saison le mieux possible avec peut-être une Gambardella, qui sait. Et si on arrive à faire ça, déjà c'est beau. Et une fois que la saison sera terminée, ces jeunes-là, les meilleurs, on peut en citer quelques-uns. Le gardien, Dosso, qui est intéressant. Peut-être qu'il y aura un défenseur qui aura tapé dans l'œil du prochain staff. Je suis pas sûr. Ils sont pas mal, les défenseurs, mais il y en a pas un qui est
pour moi au-dessus du lot. Par contre, le milieu de terrain Gaël Lafont est très intéressant. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Yanis Selami, au milieu de terrain aussi. Devant, il y a Abdallah, il y a Sternal, il y a Bakola. La liste est longue. La liste est longue et il pourrait y avoir d'autres noms aussi. Donc, on les chouchoute tellement qu'on n'en intègre jamais un. N'oubliez pas qu'ils ont 16 ans. 16 ans, les gars, cette génération-là. 16 ans. C'est très jeune. Donc, prenons notre temps. Je pense que ces joueurs-là que j'ai cités seront intégrés dans un stage de pré-saison. Je pense qu'on leur fera de la place peut-être dans les matchs amicaux de pré-saison. Peut-être qu'il y en a un qui va taper dans l'œil, un ou deux qui vont taper dans l'œil du prochain staff et qu'ils seront intégrés la saison prochaine. C'est ce un ou ces deux joueurs-là. Les autres continueront en U19 parce qu'ils seront toujours dans cette catégorie d'âge et ce sera des leaders de cette catégorie d'âge. Gaël Lafont, je crois qu'il a un an de plus. Mais voilà, donc ouais, exactement Zimbo. Lafont, ça sera vraiment pour lui l'été qui arrive décisif pour voir s'il passe le cap et s'il intègre l'équipe première. On va lui souhaiter, bien sûr. Après, il faudra qu'il ait le niveau. C'est évidemment... Alors, Negwe, il est pas mal. Non, Negwe, il a 22 ans. Negwe, il a une carrière déjà derrière lui. Negwe, il a joué en national. C'est un gars qui a roulé sa bosse déjà. Mais oui, il est pas mal, oui, pas mal. On est 0 pour la formation, c'est grave. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Loulou? On n'est pas du tout 0 pour la formation. Moi, justement, je trouve que les résultats de la formation depuis 2 ans, ils sont exceptionnels. J'en ai champion de France U17, champion de France. C'est-à-dire qu'on est le meilleur centre de formation des U17 la saison dernière. On est peut-être en train de on est dans les 4 favoris pour être champion de France U19. On est en demi-finale de la Gambardella. Je n'arrive pas à comprendre le discours. Alors peut-être parce que c'est pas des Marseillais. C'est vrai que dans dans cette génération-là, il y a peu de joueurs marseillais. Ça vous dérange? Moi, ça me dérange pas. Je veux juste des jeunes qui soient talentueux, qu'on forme et qu'on aide à devenir professionnels chez nous si possible. Gaël Lafont est marseillais, par exemple, je crois, si je me trompe pas. Je vais regarder ça tout de suite, mais il me semble que Gaël Lafont est né dans le coin. Les autres, non. Les autres sont des joueurs post-formés qu'on allait chercher. Ça, c'est très clair. Il est à Dax-en-Provence, Gaël Lafont. Voilà. Donc, on a aussi nos joueurs qu'on va chercher, qu'on forme chez nous. Donc, ce débat, il n'a pas lieu d'être. Donc, honnêtement, regardez les U13, U14, U15, U16, U17, U19, tous dans les 3 premiers. Merci Jojo pour le message. C'est plus de la post-formation. Non, c'est discutable, Steph. C'est discutable parce que quand tu vas chercher un gars Daryl Bakola, tiens, par exemple, il arrive à l'OM il y a 2 ans. Il a 14 ans. Donc pour moi, tu es toujours dans cette formation. Post-formation, j'irais plutôt parler sur un Soglo, sur un Muguet, qui sont des joueurs qui arrivent à 16-17 ans, et où là, on est plus vraiment dans la finalisation de la formation. Non, pour moi, c'est encore de la formation. Notamment pour les Bakola. Sternal, il arrive, il a 15 ans. Pour moi, on est dans la formation, dans le 2e cycle de formation, on va dire, et le cycle le plus important. Donc pour moi, ça reste des joueurs formés à l'OM, même si on allait les recruter. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais même les féminines sont top. Oui, bon, les féminines, oui. D'ailleurs, big up à Franck Borelli, l'entraîneur des féminines, que j'ai eu la chance, mais vraiment la chance de connaître dans une première vie, quand on était tous les deux éducateurs à la SPTT Marseille. Le coach des féminines, Franck Borelli, qui a été nommé la semaine dernière, qui est un peu le taulier un des tauliers de l'OM Next Gen. C'est un mec exceptionnel, franchement, et puis c'est surtout un très très bon coach. Il a été, pour moi, il fait partie des tout meilleurs que j'ai eu la chance de croiser, Franck, et c'est une pépite qu'on a dans nos dirigeants. Je trouve que c'est un mec en or. Et le voir à la tête des féminines, ça me fait très plaisir parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait très bien coller pour lui. En plus d'être un super formateur, parce qu'il en a formé des très bons joueurs à la SPTT.
D'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, des joueurs de la SPTT Marseille qui sont un peu partout en Ligue 1. Hein. Jérémy Boga, Evan Guessant et d'autres. Donc voilà, Qu'est-ce que tu me dis? On a senti que t'étais pas sûr. T'as le droit de t'en foutre, on t'en veut pas. Je sais pas de quoi tu parles, mais ok. Donc voilà. Bravo pour sa nomination à Franck Borelli. Je l'avais pas fait. Et je l'embrasse parce que c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel que j'ai croisé dans une précédente vie. Plus trop de contacts, mais je sais qu'on s'apprécie beaucoup et voilà. Donc c'est un très très bon gars et vraiment je pense qu'il peut me remettre les féminines sur la voie de la montée. On l'espère pour elle. Il faut terminer dans les 2 premières et pour l'instant on est 3e, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Quand on voit le nombre de joueurs sortis de la Masia du Barça, c'est hallucinant. À l'OM, j'aimerais tellement ça, surtout à sortir des attaquants de la région droit au but. Oui, OM, bien sûr, OM 13, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple de sortir des joueurs. Le Barça, ils ont eu une qualité pour faire ça. Il y a peu de clubs au monde qui sont capables de faire ce qu'ils font. Je me souviens même pas son nom, mais ils ont sorti un défenseur central de 17-18 ans, premier match en pro en Ligue des Champions, il a été énorme, homme du match. Tu vois ça, tu te dis, mais c'est une usine. Il est sorti Yamal, Fati, Pedri, Gavi, Baldé à gauche. Baldé, c'est ça? Ouais. Je trouve vraiment qu'ils ont une qualité incroyable pour faire ça. Cubarsi. Merci beaucoup, Titou. Et tous les clubs voudraient le faire. Donc, c'est pas simple. Mais vraiment, De La Fuente aussi. Bien les gars, bravo. D'ailleurs, qui a marqué un doublé De La Fuente sur le week-end dernier. Yamal, bien sûr, Yamal. Enfin voilà, ils en ont sorti. Messi aussi peut-être, oui, exact, le géniteur. Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets, Piqué, Oleguer, pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà. Rennes le fait, non, Rennes le fait pas, non, Rennes le fait pas. Rennes, ils sortent effectivement beaucoup de joueurs de le centre de formation, mais c'est pas avec cette qualité-là. Mais non, quand je dis Rennes le fait pas, t'as raison, GG. Rennes le fait, ça fait partie de leur politique aussi. Donc t'as raison, je retire ce que j'ai dit, t'as plutôt raison. Valdés, non mais on pourrait faire la liste, hein, il y en a une quarantaine, hein, le Barça ils font ça tout le temps. Donc voilà, je finis ce chapitre formation pour dire que oui, je suis désolé, dire que ça travaille mal à la formation, c'est faux. J'avais été d'ailleurs après, c'est vrai qu'à la Réunion, il y avait eu des trucs qui s'étaient dit en septembre sur la façon dont est gérée la formation, notamment par Otero. J'ai pas de billes là-dessus. Moi, s'il a fait des choses graves ou quoi, il faut le dire. Pour l'instant, personne n'a rien dit, hein, à part que ça s'était mal passé une fois parce qu'ils avaient laissé un paquet de Twix ou parce que des plateaux repas avaient pas été servis sur un tournoi. Bon, on souffle, hein, si c'est ça les accusations graves. Ça travaille pas si bien non plus, Romain. Bah écoute, c'est ton avis, Loulou. Moi, je me regarde les résultats. Je suis pas dans le centre de formation, j'y vis pas. Je regarde les résultats du centre de formation et depuis 2 saisons, Longoria a repris le club il y a 3 ans, hein, il a mis ses hommes en place. Depuis 2 saisons, on est bon. Voilà. Alors après, est-ce que ça se concrétisera par des super joueurs pros qui arriveront et qui signeront à l'OM? Ça, on verra. Mais pour l'instant, on est quand même plutôt bon. Donc voilà, quelques nouvelles de l'entraînement qui tombent, qui me remontent. Oh, la très bonne nouvelle, c'est que Murillo est de retour. Murillo est de retour avec le groupe. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle du jour. C'est bien parce qu'en plus en Coupe d'Europe, Ulysse Garcia n'est pas qualifié. Donc ça peut être des solutions pour par exemple le match de Benfica qui arrive la semaine prochaine ou celui dans 15 jours. Donc non, mais c'est bien de récupérer des joueurs de complément aussi. Je vois que vous vous moquez de moi quand je dis ça. Pourquoi pas, mais... Et je vous l'ai pas dit, mais Balerdi Gigot, ça devrait être disponible aussi vendredi. Malheureusement, pour lui, Onana est encore forfait.
Donc ça c'est la tuile parce que du coup il jouera pas cette semaine, il jouera pas la semaine prochaine, il jouera pas la semaine d'après puisqu'il est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Et il pourra rejouer peut-être dans 3 semaines. Donc Onana, on va le retaper pour qu'il soit prêt dans 3 semaines, ça serait bien pour rendre un peu des services au milieu de terrain. Même si on en aura peut-être pas besoin, quoique dans le gros rush, ça serait bien de l'avoir aussi. Chancel Mbemba, on sait pas encore. Ça va mieux, on sait pas encore s'il est forfait. Onana flop, me dit Charlie Goyard, je suis pas d'accord. Je finirai là-dessus. Pour moi, Onana, il remplit totalement la mission qu'on lui a donnée, c'est-à-dire d'être un complément. Il est venu pour compléter l'équipe pendant la CAN, pour jouer les utilités. Et Onana est meilleur que Kondogbia. Non, il est pas meilleur que Kondogbia. Kondogbia est décevant depuis 2-3 matchs. Kondogbia, il fait quand même une saison où il montre des qualités que Onana n'a pas montré. On va pas. Mais c'est vrai que depuis 3-4 matchs, Kondogbia est très décevant. Voilà, ça c'est, on va pas le nier. Rennes et contre Paris, il est vraiment décevant. Mais exactement, Loulou, Onana fait ce qu'on lui demande. Moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu lui demandes d'être le 5e ou 6e milieu de terrain de ton effectif. Il le fait proprement, tu l'entends pas. Pour moi, c'est très bien. J'ai pas la compo du talk encore. Et on verra bien. En tout cas, pour le reste. Les infos arrivent à 14h aussi avec la conf de Jean-Louis Gasset sur le compte, la page Twitch, de la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. C'était intéressant de faire ce point sur les jeunes aussi parce que moi j'ai du mal avec le message l'OM travaille mal sur les jeunes. C'est beaucoup moins vrai que par le passé. Alors, on a toujours du mal à faire venir les jeunes de la région, ça c'est vrai. Mais moi je trouve quand même qu'on est plutôt sur la bonne voie avec cette génération-là, 2006-2007 qui arrive, qui est très forte. Donc voilà. Kondogbia c'est moins fort que Guendouzi. Ouais, bien sûr. Sur la globalité de son passage, il fait pas la saison qu'a fait Guendouzi avec Sampaoli. Après la saison de Guendouzi avec Tudor, chacun ses goûts. Pour moi, elle est pas ouf, mais voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve. Vous retrouvez, tiens, un revenant dès demain, et ça va vous faire plaisir. C'est le très très bon Slim Anayen qui sera avec vous demain matin et franchement ça c'est cool. Voilà, il revient, il s'est retapé. Voilà, il a fait du frais et il revient en pleine forme pour vous demain matin. Voilà, donc ça va vous faire plaisir. Je sais que vous l'adorez. Et voilà. Et il présente aussi le talk ce soir. Ah, merci, l'info de Loïc Lachaud qui vient de tomber. Slim au talk ce soir. Je vous souhaite une belle journée et vous regardez bien sûr le talk à 18h sur le Phocéen et sur Twitch. Bisous.